Samedi 5 novembre 2022, à la veille de la célébration de 40 ans de pouvoir de Paul Biya, voici donc Franck Biya qui montre sa tête et ses ambitions telles que je l'avais prédit. Entouré des gardes du corps, pas n'importe lesquels, c'est de la garde présidentielle eux-mêmes. Franck Biya a débarqué là où justement aussi Samuel Eto'o était passé, parce que je vous avais annoncé, il y a une guerre qui va se jouer dans le Septentrion. Parce que le Septentrion est une base électorale, bref, un bétail électoral, où pour pouvoir accéder à Etoudi, il faut aller conquérir là-bas. Je vous avais annoncé encore la semaine dernière que Samuel Eto'o a été voir Lamido et j'avais expliqué pourquoi il partait le voir et j'avais expliqué justement aussi qu'il avait donné une enveloppe de 30 millions pour la réfection de la mosquée. Et c'est là où je vous avais dit que Franck Biya n'a pas apprécié cela. Parce qu'il s'est dit, là, Samuel Eto'o en train de prendre de l'avance. Et je vous avais donc dit, avant même cette déclaration, que Samuel Eto'o avait un plan, mais que Franck Biya, son plan surtout était d'éliminer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o peut-être a un plan qu'il n'a pas encore dit, mais ça trotte dans sa tête. Peut-être voudrait-il être comme George Weah. C'est maintenant ou après, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que, au niveau du régime Biya et surtout de Franck Biya, on a beaucoup peur. La preuve, regardez la coïncidence de cet agenda. C'est au moment où Samuel Eto'o fait une sortie officielle pour annoncer le lancement de la vente des maillots de One All Sport. C'est net à cet instant-là que Franck Biya lui aussi sort. L'objectif c'est quoi? Puisque toutes les caméras sont braquées sur Samuel Eto'o, qui d'ailleurs a un autre programme, c'est-à-dire une grande interview qui sera regardée par tout le Cameroun sur la chaîne Canal 2, eh bien, ceux qui sont à Etoudi, on dit à Franck Biya, on est en train de prendre du retard. Tout ce que je vous avais donc annoncé, que la prochaine sortie de Franck Biya, c'est au nord, au Lamido, au Lamida du Rebouba, vient de se passer. Franck Biya est donc arrivé là-bas. Je vais d'abord essayer de prendre vous montrer quelques photos, comment il est arrivé, accueilli, même si, voilà. Bon, attendez. Bon, voilà. Voilà Franck Biya. Voilà son escorte. Bon, je peux essayer de vous montrer une autre vidéo. Ah d'ailleurs, comment il est protégé. Et surtout, je vais vous montrer d'abord celle-ci. Oui, est-ce que celle-ci va marcher? Attendez un instant. Oui, c'est bon. Oui, attendez.
Voilà donc une arrivée triomphale, digne d'un chef d'État, ou alors d'un futur chef d'État. Voilà Flambilla que je vous disais, je vous ai annoncé ça depuis qu'il allait arriver. Je vous ai dit ça, je vous annonce ça depuis 3 mois. Il n'a fait que retarder. Et puis je vous ai encore dit ça la semaine dernière. Voilà donc l'escorte de Flambilla. Continue. Et une image que vous allez voir, parce que je ne peux pas vous montrer toutes les vidéos de là-bas, c'est que là, il est déjà décoré. Il a déjà un titre de notable. Et quand on vous dit titre de notable, c'est dans quelles conditions? Bon, je vais voir avec l'amido comment est-ce qu'il est maintenant. Vous voyez que quand il arrive là, il est en veste. Voilà Flambilla qui ressort. Voilà Flambilla. Vous voyez maintenant, il porte une belle tenue. Voilà, j'ai bloqué là pour que vous regardiez. Voilà. Il est donc devenu un notable. Vous le voyez là? J'ai bloqué là. Voilà Flambilla. Et là, vous voyez comment est-ce que il est sécurisé et comment il a accueilli. Bon, ceci étant, j'arrête. Cette sortie n'est pas un effet de hasard. C'est ce que je vous avais annoncé donc, que Flambilla va lancer sa campagne et qu'il avait d'ailleurs l'intention de la lancer à travers un mouvement. Et pam, quand j'ai fini de dire ça, les franquistes sont nés. Je vous avais dit que Flambilla faisait des réunions à Paris, tentait de convaincre certains députés pour avoir accès à l'Élysée. Je vous avais aussi dit, surtout, que au niveau du Nord, du Grand Nord, du Septentrion, là, ce Rebouba, à Rebouba, le lamido du Rebouba, n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Aboubakari Abdoulaye, c'est toute une institution. Il est le lamido du lamida le plus puissant du Cameroun. Parce que c'est un lamida qui existe pratiquement depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire que ils sont originaires. Ce sont des peuples qui sont partis du Mali avec une armée puissante, qui sont venus au Cameroun, qui ont conquis des territoires, qui sont des vrais combattants. Ça fait que le lamida du Rebouba est un État dans un État. Parce que le lamido de là-bas a une prison privée. Et cette prison privée, même Paul Biya n'a pas droit d'aller enlever quelqu'un là-bas. Il prélève les impôts. C'est-à-dire vous vendez les bœufs, vous vendez les moutons, vous vendez ceci. Vous lui versez des impôts. Il a une armée, c'est-à-dire une milice au Cameroun. Hein? Et cette milice-là travaille rien qu'à son commandement. Et d'ailleurs, le lamida en question est bâti sur une superficie de 5000 hectares. La clôture, c'est-à-dire que c'est plus que le palais d'études, puisque c'est 7 mètres de haut. Une épaisseur de 1,5 mètre. 1,5 mètre. Quand vous entrez là-bas, c'est autre chose. Et il a un pouvoir de monarque absolu. Il dirige comme il veut. Cela veut dire que pendant les élections présidentielles, législatives, municipales, c'est lui qui choisit le candidat que vous devez voter. En fait, il est l'amido depuis seulement 2006. C'est peu, mais c'est beaucoup.
il y a élection, tous les sujets doivent venir avec les autres enveloppes, enfin, pas les autres bulletins des adversaires. Il vous dit, vous votez uniquement pour le Biya. Et vous venez me montrer les autres bulletins qui montrent que vous n'avez pas voté quelqu'un de l'opposition. Donc, les bureaux de vote sont contrôlés par ces sujets. Si tu fais l'erreur de ne pas voter Paul Biya, ou bien Franck Biya, comme il est arrivé là, eh bien, pam, on t'arrête, on te tabasse et on te jette en prison. C'est donc un monarque qui est trop puissant. Et mieux, son pouvoir s'étend jusqu'à Yaoundé. Le monarque du Rebouba est le vice-président du Sénat. Il a été nommé par Paul Biya, Aboubakari Abdoulaye. Ce n'est même pas qu'il a été élu, hein, nommé par Paul Biya. Et vous savez ce que c'est que le président du Sénat, le vice-président? Il y a 5 vice-présidents. Mais il est le tout premier vice-président. C'est-à-dire qu'en cas de vacance du pouvoir, si Paul Biya meurt, s'il démissionne, la personne qui prend la décision, qui annonce la vacance du pouvoir, qui reconnaît la vacance du pouvoir et qui doit être intérimaire, c'est-à-dire qu'avant les nouvelles élections, c'est le président du Sénat. Or, il se trouve que le président du Sénat, c'est qui aujourd'hui? C'est Nyat Djifendi. Nyat Djifendi, c'est fini. Lui ne marche même plus comme là, avec la bouche et tout. On vient aussi avec l'assiette pour que la salive sorte là comme pour Bongo. Oui, c'est comme ça, on le tient là et tout, bon, voilà. Donc, Paul Biya l'a maintenu comme ça. En fait, parce qu'il sait que c'est le Lamido du Rebouba qui a le pouvoir. Et le Lamido du Rebouba s'inscrit dans une politique qu'on appelle, bien sûr, l'alliance Nord-Sud. Le pouvoir va au nord, il va au sud. Le pouvoir part du sud, il part au nord. Normalement, leur alliance, c'était que le pouvoir devrait retourner au nord. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Paul Biya a pris tous ceux qui avaient le poids politique au nord. Il les a détruits. Il les a mis en prison. En commençant par un peu comme Amidou Marafa. Il a pris quelqu'un d'autre qui a perdu toute crédibilité aujourd'hui. Beno Bouba Maïgari. Et lorsqu'on voit que le Nord aujourd'hui ne peut pas compter sur Kabaye Yege Djibril, ni sur quelqu'un d'autre qui avait une certaine notoriété, et je vais vous expliquer cela beaucoup plus tard, c'est-à-dire Garga Manadji, eh bien, qui compte aujourd'hui au Nord? Qui est homme politique de poids? Il n'y en a presque pas. Puisque ceux qui sont là, Paul Biya les a un peu progressivement écartés. René Sadi était du clan d'abord d'Aïdjo. Mais par la suite, quand il a vu comment est-ce que Paul Biya a commencé à détruire les nordistes, il a dit, hey, moi je ne veux pas de problème. Il s'est aligné derrière Paul Biya. Aujourd'hui, René Sadi, qui était au palais de Tudi, a été éconduit. On a préféré l'isoler là-bas au ministère de la Communication pour aller se faire brûler les plumes. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? C'est Franck Biya qui a introduit certaines personnalités du Nord qui aujourd'hui lui doivent reconnaissance, voire obéissance. C'est le cas du ministre de l'économie, Ousmane Mey. Ousmane Mey a été nommé ministre des Finances, ministre de l'économie actuellement. Il est le grand ami de Franck Biya. Et c'est Franck Biya qui lui a demandé, qui a demandé à son père de placer celui-là là-bas pour des questions électorales. Et au-delà de ça, ceux qui pouvaient être du côté de Ngongo, eh bien, il les a récupérés comme Mohamedou Mustafa. Il est au secrétariat
général à la présidence de la République. Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Pour lancer Franck Biya, il détruit d'abord Ngongo. Grâce à Laurent Esso. Oh, mandat d'amener, oh, on ne fait plus mandat d'amener. Ngongo a déjà perdu sa crédibilité. Les gens savent déjà qu'il n'est pas puissant. Et les gens savent déjà qu'on peut l'arrêter à tout moment. Et bam, on dit à Franck Biya, tu peux maintenant sortir. Franck Biya sort donc maintenant, sachant que il a déjà détourné l'homme de main quand Ngongo lui-même avait au palais. C'est-à-dire, Mohamed Moustapha, aujourd'hui, il est totalement à la merci de Franck Biya. Sans pour autant oublier que derrière tout ça, même celui qui était à côté, et l'oncle Paul, aussi Franck Biya, a fait de telle sorte que il se détourne de Ngongo. Aujourd'hui, Moustapha Mohamedou bénéficie presque de la délégation de pouvoir. Parce que Biya, dans son décret de délégation de pouvoir de 2019, il met un petit crochet en bas que il peut aussi avoir délégation de pouvoir au secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Or, qui s'occupe des problèmes de la défense, actuellement, au niveau du secrétariat général à la présidence de la République. C'est Moustapha. Voilà. Et qui appartient à Franck. Il est du clan de Franck, qui a par exemple des gens comme les Ngéo, que vous connaissez. Et Ngéo, aujourd'hui, c'est qui? C'est un de ses amis, qui est en train de préparer le terrain de l'Ouest. C'est-à-dire qu'après le Nord, parce que je vais vous dire que les gens ont dit non, l'élection ne se passe pas au Nord. Mais non, l'élection se passe au Nord. Et d'ailleurs, vous avez vu, en 2018, Paul Biya n'est parti qu'à Maroua. Il n'est allé nulle part, il n'est allé que là-bas. Pourquoi? Parce que dans ces régions-là, sur le nombre d'inscrits de Camerounais sur les listes électorales, en tout et pour tout, en 2018, il y avait 6 600 000 Camerounais. Nombre de nordistes, vous connaissez combien? C'était justement 2 300 000. Donc, un seul, vous voyez déjà, par rapport à tout le reste du Cameroun. Et certains ont même dit qu'ils étaient plus de 3 millions. Mais ça, c'est les chiffres officiels donnés par Elecam. Donc, là-bas, justement aussi, il y a ce qu'on appelle le pouvoir mystique. Même quand Aïdjo a voulu passer le pouvoir à Paul Biya, il est d'abord allé voir le Lamido, qui a voulu faire que Paul Biya s'asseye, et puis non. Lamido a dit non, il ne peut pas s'asseoir parce que c'est lui le futur président. Il ne s'est pas assis. Il a fait secourir et tout, c'était comme ça. On est aussi parti avec Franck pour les mêmes cérémonies. Et maintenant, on va descendre avec lui au niveau de l'Ouest. À l'Ouest, c'est la prochaine sortie de Franck Biya. Écoutez, hein, réécoutez tous mes directs. Ce que je prédis, ça arrive toujours. L'Ouest, c'est la prochaine étape de Franck Biya. Ngéo est là-bas, et surtout Nkwete. Parce que Jean Nkwete est un homme fidèle à Biya. C'est un pion dangereux de Biya. C'est Jean Nkwete que Paul Biya avait utilisé pour surveiller, espionner tous les anciens ministres d'Amadou Ahidjo. Paul Biya avait pris Jean Nkwete en 1983. Et c'est lui aujourd'hui qui est le secrétaire général au niveau du RDPC. Et je peux vous dire que Jean Nkwete avait déjà proposé à Franck Biya d'être membre du comité directeur, du comité exécutif. C'est-à-dire que sur les 150 qui devaient être élus, en 2011, Jean Nkwete avait forcé que Franck Biya y vienne. Mais Franck Biya, ne comprenant pas le jeu, avait refusé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le renouvellement des organes de base qu'il y a eu, et avec le bras long de Jean Nkwete,
qui maîtrise tout le monde, au comité central, eh bien, Franck Biya aura facilement accès à ce que son mouvement des franquistes vienne tout simplement s'incruster. Et quand on essaie donc de regarder aussi sur le plan de la sécurité, comme j'ai dit, vous l'avez vu avec l'armée et tout, mais au palais de Toudi, il a déjà une influence terrible parce que non seulement il est le conseiller de Biya, donc il a rang de ministre, mais surtout c'est lui qui gère la caisse noire, parce qu'il y a deux caisses noires à Toudi, une gérée par Monda Yolo et l'autre gérée par Franck Biya. Et ça fait que c'est lui qui s'occupe de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire que le général Aïvo des Ancieux est pratiquement sous la férule de Franck Biya. Même le commandant Bokwa Bondo de la GP, de la garde présidentielle, c'est lui qui lui donne les éléments là. Il est totalement acquis à la cause de Franck Biya. Qu'est-ce qui peut donc aujourd'hui empêcher Franck Biya d'accaparer le pouvoir à la manière d'autres fils de président, nous ne l'oublions pas, qui ont déjà fait ces trucs-là. Pourquoi? Parce que quand on parlait de gré à gré, les gens croyaient que c'était mort. Ce n'est pas mort. Le gré à gré, vous l'avez vu. Le 10 juillet 2022, les banderoles en plein centre de Yaoundé qui étaient affichées demandant à Franck Biya de venir poursuivre le travail de son père. Et vous vous rendez compte que même quand Macron est arrivé, c'est là où on a fait semblant de détacher ces banderoles-là et Macron a rencontré Franck Biya. Et pourquoi Macron rencontre Franck Biya? Parce qu'aujourd'hui, on a essayé d'étendre des ramifications sur le plan commercial. Parce que Franck Biya, au niveau de l'économie, quand même, il a fait quelques petites études là en économie. Bon, quand il était aux États-Unis, même comme ça n'a pas été, puis il a fini, et puis voilà. Mais il faut savoir que lorsque vous regardez l'une des grandes sociétés et l'une des personnalités les plus influentes, pas seulement en Afrique, mais en France, eh bien, il est avec Franck Biya, c'est-à-dire que Pierre Castel. Parce que lorsque vous regardez la société vin, boissons et vins spiritueux, eh bien, vous allez trouver un élément de Franck Biya qui est PCA là-bas, Sengheo. Et quand vous regardez cela, c'est lui qui, bien évidemment, est au-dessus, enfin, ou bien est juste à côté, c'est Guillaume Sara. Et Guillaume Sara, c'est qui? C'est celui-là qui a épousé la nièce de Pierre Castel. Franck est donc déjà dans le système français. Parce que Castel est en train de tout faire pour essayer de le transformer de fiel en miel. C'est sur le plan international, ce qui est en train de se passer. Sur le plan, comme j'ai dit, parce que j'étais au plan national et puis je suis allé au plan international. Regardez justement la nomination du nouvel ambassadeur. Je vous avais dit de faire très attention avec ce général 4 étoiles qui arrive. Chaque fois qu'on sent déjà la fin des régimes, eh bien, les grossoripèdes français s'alignent, sortent des griffes, des becs crochus pour venir attraper la proie et installer qui ils veulent. Vous l'avez vu, cela s'est passé, bien sûr, au Togo, avec Eyadema qui meurt, on met son fils. Vous l'avez vu au Gabon, avec, bien sûr, Ali Bongo, qui certes, lui, il avait d'abord été déjà élu, il n'y a même pas d'élection là-bas, un petit, voilà, il était déjà député. Mais Franck Biya n'a même pas besoin d'être député, puisqu'on nomme.
On nomme, on va seulement, on met là, on dit, voilà, c'est terminé. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de ça, puisque le poste qu'il occupe aujourd'hui, il est super ministre au palais. Il est super ministre. Tous les hommes d'affaires passent par Franck Biya. L'exploitation forestière, c'est Franck Biya. Les exploitations minières, c'est Franck Biya. Les marchés, c'est Franck Biya. Donc, du coup, Franck Biya vous tient par la bourse. Et maintenant, comme je le disais aussi, c'est que il y a des hommes politiques qui, eux, n'ont pas caché l'affaire. Tels que Omar Bongo, il n'a pas caché. Tel que ce qui va se passer certainement, ce qui s'est passé au Tchad. On a vu Idriss Déby le remplacer rapidement par son fils. Et d'ailleurs, même en RDC, on a vu remplacé par Joseph Kabila. On a vu justement au niveau de... On est en train de le voir, hein, au niveau de la Guinée équatoriale. On voit comment est-ce que Obiang Dema a déjà positionné son fils, qui est déjà vice-président. Et puis on voit au niveau du Congo, comment c'est aussi en train de se passer. Donc ça se passe par la force. Et le peuple est là. Et c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Biya, plus fin, va sortir quelque chose parce que lorsqu'il s'est senti affaibli, c'est là où ceux qui étaient à côté de Franck ont fait que Franck aille au Cameroun. Franck, après les États-Unis, s'était installé non seulement en Afrique du Sud, puis il est parti se marier aux Seychelles avec la femme de son cousin Bonivan. Bon, passons ce côté-là, parce que lui, il n'est là que pour des enlèvements. Puis, il était en Afrique du Sud, et après, la France. Il a quitté la France en mars 2020. Et il est maintenant installé au Cameroun. Dites-moi, Franck Biya traînait à gauche et à droite. Il faisait sa vie à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'il fait actuellement là au Cameroun? C'est pour vous dire qu'il attend. Et progressivement, Paul Biya a commencé avec des manipulations. Vous allez voir, le Conseil constitutionnel, c'est qui s'attend à non. Mais derrière ça, Paul Biya a nommé qui? Il a fait revenir quelqu'un qu'on appelle Joseph Owona. Joseph Owona est celui-là qui avait fabriqué la constitution de 1996. Joseph Owona est celui-là qui a fait que Paul Biya se représente encore en 2008. Donc, grâce à cette fausse constitution, puisque la constitution disait que Paul Biya, non, c'est terminé et tout, et maintenant celle de 2000, on nous dit subitement en 2008 que, non, Paul Biya s'est représenté en 2011, mais la constitution est passée en avril 2008. On nous dit non, on va modifier la constitution parce que, voilà, les mandats ne sont plus limités, c'est déjà illimité. Les Camerounais ont beau manifester, la Piro de Mbanga allait en prison, d'ailleurs il est mort par son âme, et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Joseph Owona était constitutionnaliste qui sait donc enlever les boulons et fabriquer n'importe quoi, et les gens vont applaudir calmement. Bien plus, ce que les gens ignorent, c'est que derrière cette constitution, version Joseph Owona, qui est venu se greffer à celle de 2008, il y a un article piège qui est dedans. Même pas un article, c'est une loi qui est passée et dont les gens ne s'occupent même pas. Je crois que c'était la loi 96/06 du 18 janvier 1996. Et il y a l'article 36. L'article 36 dit que le président de la République peut saisir directement le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, pour organiser soit un référendum,
soit même modifier la Constitution. Et là, Paul Biya peut mettre exactement comme Aïdjo l'avait mis, que ce soit un vice-président, ou qu'il place un tapis rouge pour Franck Biya. Le problème donc que les Camerounais doivent se poser, pour que Franck Biya soit donc là, comme j'ai dit, il faut bien qu'il élimine des concurrents. Raison pour laquelle j'ai dit, il est déjà en compétition avec Samuel Eto'o parce qu'il sait que c'est Samuel Eto'o qui actuellement est populaire. Et il est convaincu que Samuel Eto'o lui fait ombrage. Concernant Ocampo, ils ont déjà fait un plan que je vous ai dit. Ce plan qui, pour l'instant, s'il fonctionne, c'est que Camto ne sera même pas candidat à l'élection présidentielle. Et si le plan échoue, il y a deux choses qui risquent de se passer. Selon les renseignements que j'ai. Maurice Kamto risque d'être empoisonné via un micro pendant peut-être une interview ou n'importe quoi. Et selon des informations que j'ai aussi, Samuel Eto'o sera éliminé et peut même être jeté en prison parce qu'il voudrait lui faire un redressement fiscal qui pourrait aller à l'ordre de 14 milliards. Ils sont en train de fabriquer quelque chose qui l'a fait entrer des voitures de façon frauduleuse au Cameroun et d'autres richesses qui par la suite ont transité par d'autres pays. Moi, je vous dis, ce qu'ils sont en train de fabriquer. Et si ça ne marche pas comme je viens de dire comme ça là, il y a une autre option. Une balle dans la tête. Je le dis, j'avertis. Je ne voudrais pas que cela arrive, mais je voudrais que les hommes politiques sachent que 2025, il y aura beaucoup de sang comme en 1955.